Les 17 premières journées du championnat de Ligue 1 ont été jouées et ça a donc donné la première partie de saison de notre championnat. Ça y est, la mi-saison est arrivée, première partie de saison terminée. On va en profiter pour parler des 18 clubs, les classer dans une tier list et les noter. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va s'intéresser à la première partie de saison de tous les clubs de Ligue 1, un par un. On va en parler et on va pour ça utiliser une tier list. Alors bien évidemment, le concept et l'idée ne vient pas de moi, beaucoup d'autres youtubeurs l'ont fait avant, notamment Corofoot qui est un très bon youtubeur qui parle de la Ligue 1, donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo où il a fait également un bilan mi-saison avec une tier list, mais j'ai trouvé l'idée originale pour illustrer les propos, c'est toujours intéressant. Donc on est parti pour une tier list sur les 18 clubs de Ligue 1 et sur cette première partie de saison. La tier list ressemble à ça avec 5 catégories. On a donc les patrons entre 9 et 10, c'est quasiment parfait, il n'y a quasiment rien à dire sur la première partie de saison pour les clubs qui seront dans cette catégorie. Très bien, entre 7 et 8, pareil, c'est vraiment très bon, c'est quasiment que du positif, mais il manque peut-être un ou deux trucs pour être dans les patrons et donc dans parfait. Ça passe entre 5 et 6, donc ça déçoit pas, mais c'est pas non plus exceptionnel, voilà, mais ça passe. C'est une première partie de saison vraiment bonne, voilà, pour les équipes qui seront là. Fragile, donc entre 3 et 4, ça commence à être négatif, ça commence à piquer, et tu commences à serrer les dents pour une fin de saison qui va peut-être être très compliquée. Et puis catastrophique entre 0 et 2, bon là ça veut dire ce que ça veut dire bien sûr, c'est voilà, c'est rien, c'est le néant quasiment pour les équipes qui seront là. Il n'y a quasiment rien de bon sur cette première partie de saison. On commence donc par parler, on va faire dans l'ordre des clubs que vous voyez juste en dessous, c'est un ordre aléatoire. Et on commence donc par le LOSC de Bruno Genesio, qui on va le voir au niveau du classement et à la 5ème position. Mais s'ils n'auraient pas perdu des points bêtement, s'ils se seraient pas fait revenir au score en fin de match lors des rencontres, notamment contre Montpellier, contre Nantes, ils auraient pu peut-être être un peu plus haut. On le voit, 7 victoires, 8 matchs nuls et 2 défaites. C'est l'équipe qui réalise le plus de matchs nuls depuis le début de la saison, les Lillois. Ils sont 5e, ça perd très peu côté Lille avec seulement 2 petites défaites. Mais ça fait beaucoup de matchs nuls et donc ça perd quand même beaucoup de points sur les 5 derniers matchs. 4 nuls, une seule victoire pour les Lillois. Maintenant, ça ne perd pas. Ça perd quasiment pas côté Lille. Ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas perdu toute compétition confondue. Vraiment, c'est très intéressant cette gestion entre la Ligue des Champions et la Ligue 1 parce que c'est assez régulier partout. C'est assez régulier partout. Il n'y a que du vert ou du gris pour le match nul. La dernière défaite, c'est le 17 septembre dernier avec cette série de défaites, toute compétition confondue qui a été compliquée. On remettait déjà en question le choix Bruno Genesio, mais après, Pep Genesio a fait le travail, et notamment les victoires contre le Real, contre Atlético, qui ont fait vraiment du bien à la tête. Et puis, côté Lillois, les résultats sont là, les résultats sont bons, mais surtout, les individualités sont là, avec notamment l'un des meilleurs buteurs du championnat, Jonathan David, 11 buts. On a un très bon Osman Sarawi aussi qui a été acheté cet été, qui est très intéressant, un très bon Edon Zegrova, un Bafodé Diakité incroyable sur le plan défensif. Il est très fort, Bafodé Diakité, qui est juste là, qui a marqué en plus de buts, qui est le 3ème meilleur buteur du club, qui est énormissime. Un Benjamin André toujours aussi fort aussi au milieu de terrain. Donc il y a beaucoup de très bonnes individualités, un collectif aussi qui marche bien, Bruno Genesio toujours aussi bon. Et puis ça marche en Ligue 1 et ça marche aussi en Ligue des Champions. Maintenant, il y a des regrets sur notamment le match nul contre Auxerre, le nul contre Nantes avec un but en fin de match, 70e je crois, de Mathis Salvini sur penalty, le nul contre Montpellier avec un but à la 93e alors qu'ils étaient à 11 contre 10. Bon, même si l'expulsion s'est fait assez tard, mais c'est regrettable bien sûr ces pertes de points parce que Lille aurait pu être largement plus haut. Ils se sont fait devancer par Nice là sur la dernière journée. Donc ça reste quand même très intéressant ce qu'ils réalisent quand on pense qu'ils jouent des matchs tous les 3, 4, 5 jours à très haute intensité, qu'ils réalisent en plus de ça une phase de Ligue des Champions assez impressionnante. On peut quand même pour moi mettre le LOSC dans patron très bien. Le problème c'est que ouais, y a des nuls regrettables. Parfois, voilà, il y a des nuls quand même regrettables, des buts que tu prends en fin de match que tu dois pas te prendre, c'est sûr. Mais dans l'ensemble, ce qu'il réalise, c'est quand même très impressionnant. Seulement 2 petites défaites. Cette série de non-défaites, c'est assez impressionnant. Défensivement, ça reste très costaud. Un grand Lucas Chevalier. Ils ont perdu Lenny Euro, mais cette défense avec Sandro et Diakité fait vraiment le taf. Un très bon Goodmanson. Individuellement, c'est vraiment pas mal. Il y a de très bons joueurs.
Donc je sais pas, entre Patron et très bien. Le problème, Patron, ça serait parfait. Voilà, il y a un petit peu trop de matchs nuls peut-être pour que ça soit le cas. Après, cette invincibilité est assez folle, mais je mettrais aller dans très bien 8,5 on va dire. Voilà, 8,5 entre très bien et Patron, parce que ça reste quand même une première partie de saison très très bonne de la part des Lillois par rapport aussi à ce qu'ils font en Ligue des Champions, bien évidemment, même si là on note que la Ligue 1. Et heureusement qu'on note que la Ligue 1 pour le club qui suit, pour l'OGC Nice, parce qu'en Ligue Europa c'est catastrophique. Par contre en Ligue 1 c'est pas mal pour l'équipe niçoise qui est juste ici, quatrième pour l'OGC Nice, qui vient de devancer le LOS, qui est sur une bonne série au niveau des 5 derniers matchs, 3 victoires, 1 nul et une seule petite défaite. C'est très intéressant côté niçois, et ça y est, je pense que la patte francaise commence petit à petit à faire effet. Le tout début de saison a été délicat avec une grosse irrégularité et un grand manque de constance. C'était très compliqué d'enchaîner côté niçois. Voilà, il y avait des matchs nuls, des défaites, et puis en Ligue Europa, voilà, c'était catastrophique réellement. Je crois que c'est un seul petit point pour les Lillois, c'est quasiment éliminé de la phase de Ligue de Ligue Europa. C'est extrêmement compliqué, mais depuis plusieurs matchs, c'est très intéressant. Une équipe offensivement qui est en confiance avec un Evan Guessant qui est incroyable. Une équipe qui marque des buts, 4 contre Reims, 3 contre Rennes, 2 contre Montpellier, 2 contre Le Havre. Voilà, depuis cette défaite contre Lyon, c'est très très intéressant ce que proposent les Niçois, très sincèrement. Maintenant, ça manque encore de constance, mais ils sont quatrième. Francaise, ça y est, je pense, a vraiment mis sa patte. Les joueurs ont compris, je pense, ce qu'ils attendaient. Et offensivement, je trouve que c'est très intéressant. J'ai parlé d'Evan Guessant, mais il y a Sofiane Diop aussi. Quand les blessures le laissent tranquille, on voit que c'est un super joueur. Gaëtan Laborde aussi, qui est très très intéressant. Et puis quand tu vois qu'il y a des Moukoko qui ne jouent pas, notamment, tu dis que le 11 et la concurrence qu'il a dans cette formation, c'est vraiment assez impressionnant. Donc pareil, il y a une manque de régularité, une manque de constance en début de saison, mais sinon ça reste quand même très intéressant ce que proposent les Niçois cette année. Je pense que pareil, alors on parle pas de la Ligue Europa bien sûr, on parle pas du tout de la Ligue Europa, et donc en parlant seulement de Ligue 1, je pense que Nice on peut aussi mettre dans très bien. Je pense qu'on peut les mettre dans très bien, les Niçois. Quatrième, c'est quand même très très intéressant. Ils sont là où ils doivent être. Ils sont dans les cordes de leur objectif qui est d'aller chercher l'Europe en fin de saison. Et non, c'est pas mal. Pour moi, c'est vraiment bien. Donc je mettrai très bien pour l'OGC Nice. On passe à l'Olympique de Marseille, l'OM, qui est la meilleure attaque du championnat, qui est incroyable depuis 2025. Là, ils gagnent le tout, c'est assez impressionnant. Je crois qu'ils sont, si je dis pas de bêtises, premiers au niveau des 5 derniers matchs. Vraiment, la forme des Marseillais, c'est assez impressionnant. On le voit juste ici. Dans le classement, 5 derniers matchs, premier l'Olympique de Marseille, 4 victoires, 1 nul contre Lille, mais vu que personne bat Lille, ça reste une grosse perf. Donc c'est assez impressionnant ce que font les Marseillais, premier sur les 5 derniers matchs, premier à l'extérieur. Malheureusement, le point négatif, c'est qu'à domicile, là où normalement, en plus avec l'aide du Vélodrome, tu dois être quasiment imbattable, et les Marseillais sont 12e. Les Marseillais sont 12e, ont pris seulement que 12 points. C'est un petit peu compliqué côté Marseillais, notamment la défaite contre Paris, la grosse défaite contre Auxerre, le nul contre Angers qui ont fait mal. Ça va un peu mieux maintenant, mais il y a une phase un petit peu compliquée côté Marseillais. Maintenant là, on le voit, le 2 Ball a pris sa place à Marseille, et on voit une équipe qui joue bien, qui s'entend bien. On voit des guerriers sur le terrain, vraiment des guerriers absolus. On parle beaucoup de Mason Greenwood, mais comment ne pas parler, je sais pas s'il est dans les stats, mais comment ne pas parler bien sûr de Giromino Rulli. Malheureusement, quand tu dis que ton meilleur joueur c'est ton gardien, bon, c'est peut-être pas exceptionnel. C'est vrai qu'il a un peu laissé parfois par sa défense. Landreau Balerdi très irrégulier, mais Rulli il fait une première partie de saison absolument phénoménale. Meilleur gardien de Ligue 1, peut-être même meilleur gardien d'Europe. C'est complètement fou ce qu'il réalise. Et non, côté Marseille, c'est très intéressant. Le milieu de terrain aussi avec Adrien Rabiot qui a eu du mal, mais là ça y est, il s'est vraiment imposé en patron. Pierre-Emmanuel Hubert, j'en parle même pas, il est incroyable. Et puis Valentin Rongier, quel GOAT, quel roi ce Valentin Rongier, c'est tout faire Rongier. Ça y est, le 11 marseillais est en place, il marche très très bien. De Zerbi a réussi à faire de Marseille une machine à gagner. Maintenant, faut pas s'enflammer, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'on connaissait Marseille, équipe assez inconstante, assez irrégulière sur les dernières saisons. Ils ont connu cette année cette série un peu compliquée avec notamment les mauvais résultats contre Auxerre, contre Paris, contre Angers en plus à domicile. Mais là, c'est très intéressant. Côté Marseillais, ils ont en plus fait le trou avec 5 points d'avance sur Monaco, 6 sur Nice, 7 sur Lille. Bon, ils sont à 7 points de Paris, mais est-ce que vraiment l'objectif c'est le titre? Je ne pense pas. Mais c'est intéressant. Et en plus de ça, ils gagnent contre des gros dans les 5 derniers matchs. Il y a une victoire contre Monaco, un succès contre le Racing Club de Lens, alors c'était juste avant, un nul contre Lille, donc c'est impressionnant ce que font les Marseillais.
Donc pour moi, l'OM, très sincèrement, ça a sa place dans quasiment patron, hein. Quasiment patron, hein. Maintenant, bon, tu mets pas Lille dans patron parce que il y a trop de matchs nuls. C'est vrai que l'OM étant 12ème à domicile, ça peut être aussi le point négatif. Mais dans le jeu, c'est quand même impressionnant. Ça reste très 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 bon. Donc je les mettrai dans le patron. Après, Lille, très sincèrement, ça mérite aussi patron, hein. En vrai, Lille, c'est compliqué, hein. C'est entre les deux, très sincèrement, les Lillois. C'est impressionnant cette invincibilité. Ça va faire parler. Je pense, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais c'est entre les deux. C'est vraiment 8,5 quoi. Vraiment. 8,5, 9. Et l'OM, ouais, 9. C'est assez impressionnant ce que fait l'Olympique de Marseille cette année. On a eu peur. Je pense que les supporters marseillais ont eu peur dans cette série un peu négative. Notamment des matchs à domicile. Mais là, c'est assez incroyable, hein. C'est assez incroyable. Et puis, c'est des guerriers. Les mecs, c'est absolument des guerriers incroyables. On continue avec la nouvelle équipe, les amis. Hop, juste ici, le Racing Club de Strasbourg. On parle du Racing Club de Strasbourg désormais. Où va-t-on placer le Racing Club de Strasbourg? Assez irrégulier cette année, mais qui, en ce moment, là, à l'heure où on se parle, sur une bonne série. Ils sont sur une bonne série depuis le retour de hop, juste ici, depuis le retour de la trêve, hein, depuis 2025. C'est intéressant ce que font les Strasbourgeois avec une série plutôt bonne, on le voit. Je pense que sur les 5 derniers matchs, ils doivent être assez haut dans le classement. Les Strasbourgeois, ouais, 4ème, c'est intéressant. 3 victoires consécutives contre Toulouse. Fallait gagner à Toulouse, hein. C'est vraiment une bonne équipe cette année. Contre Auxerre à domicile alors qu'ils étaient menés 1-0 et contre Le Havre. Donc ça marque en plus pas mal de buts sur les derniers matchs. Ils ont connu une série extrêmement compliquée avant la trêve avec beaucoup de mauvais résultats et 4 défaites consécutives. 5 matchs sans victoire, ça a été compliqué. Mais j'aime bien l'équipe strasbourgeoise. J'aime bien son coach, Liam Rosenior. Maintenant, on l'a déjà dit en long, en large, en travers, mais c'est presque trop jeune côté strasbourgeois. C'est une reconstruction avec le nouveau projet depuis le rachat, mais c'est beaucoup trop jeune. La moyenne d'âge, c'est je crois 24 ans. Il faut de l'expérience, il faut au moins un gars qui est 27, 28, 29 ans peut-être. Là, le capitaine, il a 20 ans, je crois, c'est Habib Diarra. Maintenant, bon, il n'y a pas trop d'expérience, mais il y a tellement de talent dans cette équipe strasbourgeoise. Emmanuel Emega, Dylan Bakwa, Sébastien Nanassi qui est juste ici, le Suédois que j'adore. Au milieu de terrain, Diego Moreira, un mort de faim incroyable. Non, c'est impressionnant. Et puis j'aime bien le coach, j'ai déjà dit, Liam Rosenior. C'est impressionnant ce que fait Strasbourg. Il essaie aussi de mettre en place un jeu assez alléchant. Strasbourg a été notamment au parc sans jouer bloc bas. Ils ont essayé de faire des choses. Ils ont perdu 4-2, mais ils ont essayé. Ils ont laissé beaucoup d'espace, mais ils ont essayé, les Strasbourgeois. Donc c'est intéressant ce qu'ils proposent. Ils sont sur une bonne forme juste ici. Donc très sincèrement, alors l'objectif strasbourgeois, vu l'effectif, vu le talent qu'il y a, je pense que c'est un peu plus haut qu'un maintien quand même. Je pense que très sincèrement qu'ils peuvent aller chercher, alors peut-être pas l'Europe, mais titiller les places européennes, ne seront pas européens. Mais titiller pour les places européennes, il y a moyen. Je mettrai dans sa passe entre 5 et 6. Peut-être pas très bien parce qu'il y a eu des choses quand même à redire, bien évidemment. Notamment ces 5 matchs en victoire, tu peux pas les mettre dans très bien. Mais ça passe largement bien sûr. Le SCO d'Angers, on passe au SCO d'Angers désormais. Et le SCO, le SCO j'aime bien. Le SCO j'aime beaucoup ce qu'il propose depuis le début de la saison. Les SCOistes, bon depuis le début de la saison non, parce que le début de saison, le tout début de saison a été catastrophique. Vraiment catastrophique pour cette équipe avec, ils ont dû attendre 5... 6 matchs, 7, 8 matchs avant d'aller chercher leur première victoire. 8 matchs avant d'aller chercher leur première victoire contre Saint-Etienne. Il y a eu ce gros nul, ce gros résultat contre Marseille, certes, mais ça a été compliqué. On s'est demandé à un moment donné, est-ce que Angers va pas vivre la même saison qu'ils ont vécu, je sais plus c'était quand, il y a 2 ans je crois. Il y a 2 ans en Ligue 1, où ils finissent avec 18 points, avec seulement 4 victoires. Enfin c'était vraiment cataclysmique. Mais en fin de compte c'est pas mal. Ils vont gagner notamment à Monaco. Ils gagnent contre des concurrents directs, parce qu'ils vont gagner contre Le Havre, ils vont gagner contre l'AS Saint-Etienne, ils vont gagner contre Montpellier. Donc c'est impressionnant. Côté Angevin, ils sont aussi sur une belle série. Il y a plusieurs joueurs aussi individuellement qui sont très très forts, notamment Esteban Le Paul. Pourquoi ils l'ont mis au milieu de terrain? C'est un buteur, hein, Esteban Le Paul. Mais la montée de ce gars, elle est absolument incroyable, hein. Il était en national il y a 1 an et demi. L'année dernière, pour la partie de saison, il était en national, meilleur buteur d'Épinal, 16 buts, je crois. Il a été acheté par Angers. Il a fait une très bonne deuxième partie de saison en Ligue 2. Et là, il est en Ligue 1. Il est sur 4 buts. Il a mis un doublé contre Montpellier. Très intéressant. C'est le buteur titulaire maintenant parce que Nian, bon, c'est pas fou. Il a fait un énorme raté contre Montpellier. Bon, je trouve que le Paul est un peu meilleur. Et puis offensivement, t'as des joueurs individuellement qui sont très forts. Farid El Meladi, Zinedine Ferrat. T'as aussi, Bamba Dieng qui joue un peu moins, mais Jim Alevina. Un très très jeune Cédric Chérif qui a seulement
seulement 17 ans. Donc ça a eu du mal à se lancer, mais maintenant ça se lance, c'est intéressant. Offensivement, il y a une bonne équipe côté Angevin. C'est vraiment bien ce qu'ils proposent les Angevins depuis le début de l'année, je trouve. Donc moi je les mettrai pas dans catastrophique, très loin de là, très loin de là. Alors il va falloir se battre pour le maintien, ils sont 13e, 19 points. Mais c'est mieux que prévu, surtout au vu du tout début de saison. Je pense que c'est mieux que prévu et que les supporters angevins auraient signé tous les jours pour être 13e avec 19 unités, faire un petit peu le trou déjà. Je pense ils auraient signé après le maintien, est loin d'être acquis. Mais c'est pas mal, mais c'est vraiment pas mal. Donc les amis angevins, je vais les mettre à... Ça passe, hein. Ça passe aussi pour Angers, hein. Saint-Etienne, désormais l'AS Saint-Etienne, qu'est-ce que j'ai hâte de voir la deuxième partie de saison des Stéphanois, parce que depuis l'arrivée d'Erik Horneland, le nouveau coach norvégien, on a vu que 2 matchs, et on a vu en 2 matchs de très bonnes choses, avec notamment la défaite hier, alors où je m'enregistre contre le Paris Saint-Germain, mais défaite encourageante, on va l'appeler comme ça, parce qu'ils ont essayé, les Stéphanois, même en début de match, c'est eux qui se créent les premières occasions, ils ont tenté, regardez la possession, elle n'est pas catastrophique, ils ont su se créer quelques occasions, ils ont su aller vers l'avant, super coup franc de la part de David Advili à la 64e minute de jeu, qui aurait pu les remettre vraiment dans le match, ils auraient même pu égaliser à un moment donné, puis ils ont fait surtout un très gros match contre le Stade de Reims, avec cette victoire 3-1 où tout a été quasiment parfait, à part se prendre ce but avant la mi-temps, mais sinon tout a été parfait pour les Stéphanois, et en plus ça sans leur meilleur joueur Zoreko Davidashvili. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, parce que sur 2 matchs il nous a montré de très bonnes choses, notre ami Erik Horneland, hein. Il nous a montré de très bonnes choses. Alors j'ai rien contre Dalloglio, en plus je trouve que, alors malheureusement son limogeage est logique parce que les résultats n'étaient pas là, donc le premier qui paye c'est l'entraîneur bien sûr, mais j'ai trouvé que comment ils l'ont évincé, c'était peut-être pas la meilleure des manières. C'est pas très classe, mais bon, bref, Erik Horneland est arrivé, on va pas s'enflammer, mais sur 2 matchs, il a proposé dans le jeu des choses assez impressionnantes. Une équipe à haute intensité, très bon sans ballon, qui avec le ballon arrive aussi à bien construire, à faire des belles choses. Prochain match, la semaine prochaine, sera contre Nantes, à domicile. Donc maintenant, on va pas non plus effacer cette première partie de saison avec les 2 derniers matchs, parce que dans l'ensemble ça reste quand même fragile. La Saint-Etienne à domicile ça reste quand même pas mal, à Geoffroy Guichard 15 points pris. À l'extérieur par contre un petit peu plus compliqué, c'est l'avant-dernière équipe, c'est très compliqué, avec 0 victoire, un seul point pris à l'extérieur, extrêmement dur pour les Stéphanois. Donc on peut pas oublier bien sûr toute cette première partie de saison avec les 2 derniers matchs, mais ça reste une équipe qui je pense va pas souffrir tant que ça et va pas être relégué aussi facilement que ça. Maintenant, il va falloir quand même serrer les dents et je pense qu'ils vont être proches de la zone de relégation en fin de saison s'ils ne le sont pas. Ils vont devoir se battre pour le maintien jusqu'à la fin. Mais encourageant, très encourageant. Donc l'AS Saint-Etienne, je les mettrai quand même dans fragile. Ça reste fragile sur cette première partie de saison, à pas tout effacer et tout mettre en positif sur les 2 derniers matchs qui ont été bons. Bien sûr, ça reste fragile, un effectif fragile. Bien sûr, côté Stéphano, il y aura le mercato hivernal. Donc je les mets quand même entre 3 et 4 sur cette première partie de saison. Pour moi, tu peux pas faire plus haut. Ça n'a pas été non plus énorme. Maintenant, voilà, il faut s'attendre à ça aussi. Ça reste un effectif quand même mi-Ligue 2, mi-Ligue 1. Alors, il y a des joueurs aussi qui sont très bons. On n'a pas parlé individuellement, mais tu as des joueurs quand même, notamment Benjamin Bouchouari, que je trouve énormissime. Il n'était pas tueur en début de saison. Il l'est maintenant. Il était même en fin de mandat d'Aloglio. Qu'est-ce qu'il est fort! Qu'est-ce qu'il est fort, Benjamin Bouchouari. Il y a aussi Lucas Tassin qui revient bien. Je crois que Davidashvili est un des meilleurs buteurs, mais assez inconstant. Davidashvili est assez inconstant. Mais non, sacrée équipe. Sacrée équipe. Et surtout sacré entraîneur. On l'a vu déjà, sa personnalité, son caractère sur 2 matchs. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner. On continue avec cette fois-ci, alors ça fait déjà 20 minutes, c'est une vidéo très longue. On continue avec la JOCR, les amis. Où allons mettre la JOCR, qui est la surprise de cette saison, sans aucun doute bien évidemment. C'est la surprise de cette première partie de saison, les Auxerrois qui, on va pas dire surperforment parce que c'est mérité ce qu'ils proposent, mais on s'attendait pas à les voir à la 10e position à mi-saison. 22 points pour les Auxerrois, ils peuvent peut-être rêver de faire une Brest de l'année dernière, bon pas en Ligue des Champions, et pourquoi pas titiller les meilleurs
meilleures équipes pour l'Europe. Est-ce que la deuxième partie de saison va être la même pour les Auxerrois? À domicile, c'est très bon. 4ème place, la Baie des Champs est vraiment une forteresse imprenable. Une seule défaite contre Monaco, 5 victoires, 3 nuls. À l'extérieur, c'est un peu plus délicat, 14ème. Mais pareil, hein, Christophe Pellissier réalise quelque chose d'assez impressionnant du côté de la Auxerre. Qui aurait mis cette équipe auxerroise à la 10ème place à la mi-saison? En tout cas, pas moi, très sincèrement, pas moi. C'est une équipe défensivement qui est assez costaud avec, je trouve que défensivement, individuellement, il y a de sacrés joueurs. Déjà Donovan Léon, bien évidemment, le gardien. Et puis quand Donovan Léon n'est pas là, t'as le petit Théo de Persin qui remplit à merveille son rôle de doublure avec notamment un gros match contre Lille. Mais Djoubal énorme. J'adore aussi, il est où le petit Clément Akpa. Clément Akpa que je trouve très fort. Paul Joly, j'aime bien également. Gabriel Ocho, l'ancien de Première Ligue qui est très bon. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal cette équipe, hein. Avec notamment, alors il est là, Amath Traoré, l'un des meilleurs joueurs je pense de la Géocère sans aucun doute. Kevin Danois super fort, plutôt défenseur que milieu. Anne-Noah Massengo qui est un joueur qui est adoré au cercle, qui est revenu là sur cette deuxième partie de saison en prêt. Il était déjà là l'année dernière je crois si je dis pas de bêtises. Il était adoré par Auxerre ou il y a 2 ans je sais plus. En tout cas il fait son retour en prêt. Et puis devant t'as un Gaëtan Perrin très sous-côté. Gaëtan Perrin, quel joueur. Et puis un gros coach, hein, Christophe Pellissier, on n'en parle pas assez non plus. Mais c'est un sacré coach Christophe Pellissier. Parce que avec l'effectif d'Auxerre qui est pas mal, mais ça reste aussi un effectif mi-Ligue 2, mi-Ligue 1 en reconstruction parce que l'Auxerre était en Ligue 2 l'année dernière. Et c'est très intéressant. Très intéressant ce que fait Auxerre. J'ai quasiment envie de les mettre dans les patrons, hein, vraiment, parce qu'on les attendait absolument pas là, hein. On les attendait absolument pas là, les Auxerrois. C'est assez impressionnant ce qu'ils réalisent, hein. Entre les patrons et très bien, encore une fois, je vais mettre dans très bien. Mais impressionnant, vraiment impressionnant. Et Lille, vraiment, j'ai presque envie de les mettre là, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais c'est au milieu les Lillois, vraiment. C'est ces matchs nuls et ces points un petit peu perdus bêtement qui me font dire que c'est ici, mais l'invincibilité reste énorme. Et puis cette gestion, c'est que la Ligue des Champions, ça reste fou. L'AS Monaco, désormais, on passe à l'AS Monaco. Alors Monaco, ça avait très bien commencé. C'est le contraire d'Angers. C'est vraiment des trajectoires différentes. Parce que Monaco, ça avait très bien commencé. Et ça se termine un petit peu moins bien côté monégasque. On pensait que ça allait vraiment être une équipe qui va pouvoir rivaliser sur le long terme durant toute la saison avec le Paris Saint-Germain en vue de leur début de saison. Parce qu'ils ont dû attendre, je sais plus combien de temps avant leur première défaite. Les monégasques, ça avait commencé ici. La première défaite, je crois que c'était contre Angers. Non, contre Nice, ouais, contre Nice le 27 octobre. Ils avaient enchaîné même en Ligue des Champions, en victoire contre le Barça notamment. C'était très impressionnant ce qu'ils réalisaient. Et puis là, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué depuis quelques matchs côté monégasque. 2-2 contre Nantes. Je pense qu'en début de saison, ils ne font pas 2-2 sur ce match contre les Nantais. Offensivement, depuis qu'ils ont perdu Balogun, c'est Mbolo qui joue. Mais Mbolo, après Mbolo, malheureusement, c'est pas incroyable. C'est vrai que le départ de Wissam Ben Yedder, bon, on va pas trop en parler parce que c'est un peu compliqué en ce moment sa situation. Mais bref, Brel Mbolo. C'est un beau joueur quand il était du côté Mönchengladbach, mais là il n'arrive pas à, je sais pas, remplir ce rôle de super sub et de remplaçant à Faloren Balogun qui est malheureusement blessé. Défensivement, ça reste quand même costaud. Je pense que c'est pas mal, hein, du côté de la défense monégasque. Ils en sont où? But encaissé, les monégasques. C'est la 4ème meilleure défense, donc c'est pas mal. C'est vrai que défensivement, c'est quand même costaud avec notamment Wilfried Singo, notamment Thilo Kehrer également qui réalise vraiment très bon début de saison. Thilo Kehrer au milieu de terrain, t'as Zakaria qui a raté cette première partie de saison et ça s'est vraiment senti. T'as des incroyables individualités d'Eles Benchegir et de Magnus Akliouche. Heureusement qu'ils sont là, les deux là, hein. Heureusement qu'ils sont là cette année. Pas mal aussi du côté de Golovin et de Minamino. Malheureusement, moi j'ai pas envie de les mettre dans fragile, bien évidemment, très loin de là. Ça reste pareil avec cette gestion autour de la Ligue des Champions. Pas mal pour l'AS Monaco. Mais presque sur quelques matchs déçus de cette équipe. Maintenant, ça reste un effectif très fort par rapport à l'effectif. Bon, c'est pas catastrophique, mais là, 5 points de retard sur l'Olympique de Marseille, notamment. Ça pique à la mi-saison. Je vais pas les mettre dans sa passe non plus. Ça a resté une très bonne première partie de saison pour Monaco quand même, parce que ça reste costaud, ça reste régulier, même si bon là, ils sont sur une série un peu délicate. Bon, très bien, je veux dire 7. Allez, je mets dans très bien, je les mets 7. Mais par contre, je mets Auxerre devant, Nice devant et Lille devant. Ouais.
Allez, on passe à Nantes. Désormais, on passe au FC Nantes. Et le FC Nantes, et bah c'est... Je vais pas dire que c'est pas mal, parce que bon, c'est proche de la zone de relégation, 15ème, avec égalité de points avec Saint-Etienne. Bon, ça a fait le trou entre le Havre, Montpellier et les autres. Mais Nantes, ils sont sur une très très bonne série, surtout face aux adversaires qu'ils ont affrontés. Parce que ça a affronté Lille, ça a fait match nul. Monaco, ça a fait match nul. Il n'y a pas si longtemps, le Paris Saint-Germain, ça a fait match nul. Ça a gagné contre Rennes. Maintenant, c'est une équipe fébrile et très inconstante, capable du meilleur comme du pire. Bon, très souvent du pire, malheureusement, du côté de cette équipe nantaise. Niveau stats, il y a une stat très intéressante au niveau de l'équipe. Je crois que c'est l'équipe qui a le moins la possession. Je ne sais pas si on pourrait la voir. Qui a le moins la possession sur ses matchs. C'est aux alentours de 30%. Donc c'est une équipe qui aime ne pas avoir le ballon. En tout cas, ça ne les dérange pas de ne pas avoir le ballon, cette formation-là. Juste ici, voilà, possession moyenne, c'est plutôt autour de 41%. Donc ils ont très rarement le ballon, mais ils évoluent en contre, avec notamment des individualités. Alors je retiens deux joueurs sur cette première partie de saison, Moses Simon bien sûr, et Mathis Sablin. Heureusement que les deux là sont là. Ils sont dans les meilleurs buteurs, je pense, avec 5 et 4 buts. Heureusement qu'ils sont là. Moses Simon met un super but contre Rennes notamment, pour sortir un peu de la galère. C'est des joueurs qui sont capables individuellement par leur percussion, par leur qualité technique, de vitesse, de puissance, d'explosivité, de pouvoir aller chercher des points à eux tout seuls. C'est le cas pour Simon contre Rennes, c'est le cas pour Ablin contre le PSG, où c'est lui qui marque sur un super 1 contre 1 contre Pacho. C'est lui aussi qui marque contre Lille, c'est lui qui marque un but contre la formation de, si je dis pas de bêtises, de Monaco. J'aime bien aussi Sorba Thomas, même si on a déjà critiqué Sorba Thomas plusieurs fois aussi dans les commentaires de cette chaîne, où moi j'avais dit que je l'aimais bien. Je le mettais un peu au devant de la scène et on me disait qu'il était pas très bon. Moi je le trouve assez intéressant, de passe d'Est, bon c'est de passe d'Est contre Monaco. Après c'est pas non plus le meilleur joueur technique, c'est pas le joueur le plus sexy de Ligue 1, mais je trouve assez intéressant. On parlait aussi à un moment donné d'un départ de Antoine Combaré, il est pour le moment tout le temps là. Il y a Antonio Lopez qui arrive, bon déjà une petite erreur contre Monaco, mais il va rajouter quand même une certaine sérénité, fiabilité en défense par rapport à Alban Lafont. Côté monégasque, ça reste fragile quand même, hein, du côté de Monaco. On va pas se mentir, hein, ça reste quand même fragile. Je vais les mettre dans cette catégorie là de fragile. On passe au Havre du côté du HAC. Malheureusement, bon, je vais pas tout vous faire tourner en bourrique, hein, catastrophique directement pour les Havrais. Alors ok, on s'attend à ce que la saison havraise soit compliquée, on s'y attendait, les supporters s'y attendaient, que la saison soit extrêmement compliquée pour le Havre. Mais là, ils sont sur 5 défaites consécutives, tout simplement, les Havrais, pire équipe sur les 5 derniers matchs, hein, avec 5 défaites consécutives, ils viennent de perdre hier contre Lens. C'est l'une des pires défenses, l'une des pires attaques. Ils ont déjà un gros trou de retard avec Saint-Étienne, Nantes, Rennes, avec la zone de maintien. Même avec le passe de barragiste, c'est déjà très compliqué pour les Havrais. Très sincèrement, je ne vois pas comment ils vont pouvoir se maintenir. C'est un des effectifs les plus faibles de Ligue 1. Maintenant, ils font avec les moyens du bord, bien évidemment. C'est un des plus faibles effectifs de Ligue 1 parce que c'est un des plus faibles financements. Enfin, une des équipes qui a le plus faible financement en Ligue 1, plus faible rentrée d'argent. Plus faible, voilà, vous m'avez compris. Donc c'est compliqué aussi de créer une équipe compétitrice. Maintenant l'année dernière c'est pas mal ce qu'ils ont fait l'année dernière, hein. L'année dernière c'est 13ème, 14ème, non 15ème pour les Havrais, c'est pas mal, voilà, ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas montés. Ils ont su se reconstruire très bien l'année dernière, mais là cette année, c'est délicat, hein, c'est délicat. Il y a, malheureusement, je l'ai déjà dit, mais par exemple côté Nantais, t'as Simon, t'as Ablin, côté Rennais, t'as Blas, t'as Kalimwendo, côté Stéphanois, t'as David Adjvili, côté Montpellierin, t'as Tamari, t'as Nordin, ces joueurs-là qui sont capables de faire la différence dans le 1 contre 1, qui sont capables d'éliminer, d'apporter du spectacle. D'Angers, t'as notamment El Melali, Alevina, Reims, t'as Ito, enfin chaque équipe t'en as un. Côté Havre, je sais pas trop quel est ce joueur individuellement qui est capable de faire des différences. Il y a Joujou qui est pas mal, mais c'est pas une première partie de saison incroyable. Ayou, bon, il est capable de marquer aussi, mais pareil, c'est très compliqué. Le meilleur buteur, il doit être à 2 buts ou 3 buts, pas plus, hein, du côté de cette équipe. Ouais, 3 buts, ça doit être tourné un milieu de terrain. Ils ont perdu un de leurs meilleurs joueurs, en plus Christopher Operi. En tout cas, il est sur l'instance de départ. Donc, pour moi, tu peux pas le mettre plus haut, même s'ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, hein, les Havrais. Bien sûr, c'est pas non plus une surprise, malheureusement, de les voir jouer le maintien. Maintenant, aussi bas. C'est quand même très catastrophique, hein, cette formation malheureusement. Je suis désolé, supporter Havrais, n'hésitez pas à me dire si vous êtes un peu confiant, un petit peu optimiste. Mais moi en tout cas je ne le suis absolument pas, donc je les mets à cette passe de catastrophique. Très longue cette vidéo, mais de toute façon il y aura le chapitrage, donc n'hésitez pas à aller voir l'équipe qui vous plaît. On continue avec l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui termine cette première partie de saison bon, sur deux alors contre-performance. Bon, il gagne contre la formation de Montpellier, les Lyonnais. Ils gagnent contre Montpellier, mais très sincèrement, ils auraient perdu ou fait match nul, ça aurait été absolument la même chose parce que Montpellier aurait mérité d'aller chercher la victoire. C'est carrément un hold-up, hein, cette victoire contre Montpellier avec ce but à la 91e contre son camp de Fayad. Et on a
cette défaite contre Brest où dans le jeu c'était pareil que contre Montpellier, y a rien, il y avait rien côté lyonnais dans le jeu et surtout défensivement, il y en a beaucoup qui l'ont dit mais tu ne peux pas rêver plus qu'une allez maximum 5ème 4ème place quand Kaetachar et Niakate font ce genre de performance. C'est pas possible. Je comprends pas pourquoi ils ont fait partir notamment Jacob Bryan qui est exceptionnel. Tu gagnes pas trop au change avec Niakate. Après quand t'as des joueurs aussi, bon sur ce match contre Brest, Tolisso, Fofana, les joueurs phares n'ont pas été bons. Cherki a essayé offensivement de faire des choses mais ça a été dur. C'était le meilleur joueur lyonnais, vous l'avez vu au niveau de la note. Maintenant dans l'ensemble on va pas non plus se baser sur ces deux derniers matchs pour parler de la première partie de saison lyonnaise qui est quand même pas mal, on va pas se mentir. Il y a une grosse série là, vous le voyez, d'invincibilité côté lyonnais. Pareil, ce qu'ils font aussi en Ligue Europa c'est très intéressant. Pierre Sage il est impressionnant quand même, hein. Il est très impressionnant Pierre Sage, hein. Ce qu'il réalise avec son équipe c'est assez fort réellement. Donc pareil, c'est une équipe qui marque beaucoup, 1,7 buts par match à peu près. Ouais, moi je trouve que l'OL ça reste quand même une bonne saison, hein. Ça reste une bonne saison, on peut pas non plus s'appuyer sur les deux derniers matchs qui n'ont pas été bons, en tout cas qui ont été moins bons pour parler de la première partie de saison de l'OL. Donc pour moi, l'Olympique Lyonnais, c'est dans quasiment très bien. C'est dans très bien, je suis désolé. Je suis désolé, c'est dans très bien. Ils reviennent quand même, alors je vais pas dire de nulle part, mais on se rappelle la saison dernière, première partie de saison cataclysmique, catastrophique, où ils sont presque relégués en Ligue 2. Personne arrive en magicien, en sauveur. Et là, alors il a été aidé par un bon mercato quand même, avec Miko Tadze notamment, avec alors Fana, c'est pas une recrue, mais il était pas titulaire l'année dernière, il l'est, avec un Cherki aussi, lui c'est carrément une recrue parce que on a le vrai Cherki, le Cherki qui sait jouer au foot, qui est régulier et qui est très bon. On a un très bon Tolisso aussi. Non, s'il y aurait une meilleure défense, est-ce que Lyon serait pas un peu plus haut? Peut-être, peut-être. Après, bon, ça reste une très bonne première partie de saison pour moi, pour les Lyonnais. Allez, on passe à Lens, les amis. Le Racing Club de Lens. Où positionner les Lensois après il y a 2 ans, leur saison complètement folle. Où tout simplement, ils sont à un point du titre, hein, on s'en rappelle. En 2022-2023, un point du titre complètement fou. Juste avant, ils avaient fait, c'est l'année de la remontée 7ème. Maintenant, Lens est une équipe, alors c'est vrai qu'on ne les voit pas de la même manière depuis cette saison complètement folle, mais c'est une équipe normalement qui joue le milieu du tableau. Maintenant, depuis cette saison complètement folle, bien sûr, on revoit les objectifs à la hausse. Et maintenant, Lens, s'ils sont pas européens ou s'ils jouent pas, si Titi pas qu'ils passent européenne, on dit que c'est pas une bonne saison. Pour le moment, ils sont bien dans les cordes, ils sont 7ème. Ils sont à un petit point de la 6ème place, 2 petits points de la 5ème place, 3 petits points de la 4ème place. Donc Lens, c'est plutôt pas mal. Maintenant, pareil, c'est inconstant, très irrégulier les Lensois cette année. Ça perd des points qu'ils n'auraient pas dû perdre, notamment contre Toulouse. Bon, on peut parler de l'arbitrage, mais bon, faut pas se cacher derrière. Voilà, le Racing Club de Lens offensivement aussi c'est compliqué côté 100 et or. Ils viennent d'acheter Godwin Koyalipou qui a déjà marqué son premier but. Enzola, j'aime bien Enzola, par contre Sotoka, bon, il est adoré du côté de Lens, c'est logique parce que c'est un guerrier, mais un peu en sous-performance. Zarouri aussi très irrégulier, très inconstant. Puis il y a eu des cas en interne avec en début de saison l'avortement du transfert de Kevin Danso, de Nail El Ainaoui. Là, ce mercato, le départ un peu surprise de Brice Samba. L'avortement aussi de Paul Lopez en toute fin en toute fin de négociation. Hervé Kofi qui sait pas trop s'il va être titulaire, pour moi il devrait l'être parce que c'est un très bon gardien. Bref, ça reste une bonne première partie de saison. Faut pas remettre en cause Will Steele, même si c'est assez irrégulier côté Lensois. Ça reste pour moi intéressant ce qu'il propose sur cette première partie de saison. Dans le jeu, bon, c'est pas fou, mais il y a quand même des bons résultats. Du côté de Bollard Deleli, je crois que c'est pas mal. Non, 13ème, ouais, non, c'est pas fou. C'est comme Marseille, hein, normalement, Vélodrome, Bollard, c'est des ambiances de foot. Tu dois être impérial et tu dois être dans le top 5, top 6 des meilleures équipes à domicile, hein, malheureusement. C'est pas le cas pour les Lensois qui sont comme Marseille, meilleurs à l'extérieur. C'est un peu bizarre quand même, peut-être qu'ils jouent sous pression au vu de l'ambiance de fou qu'il y a, mais c'est un peu paradoxal quand même. Moi, côté Lensois, pour moi, c'est pas honteux de les mettre dans cette tier list à peut-être pas très bien, non, peut-être pas. Peut-être pas non plus. Maintenant, 7ème, ils sont dans les cordes. L'équipe est plus faible qu'il y a 2 ans, bien évidemment. Plus faible que l'année dernière. Bon, on n'a pas trop changé. Un petit peu par-ci par-là, mais pas trop non plus. Bon, ils ont perdu Brice Samba. La défense est comme toujours la même. La défense est très forte côté Lensois. 3ème ou 4ème meilleure défense, hein. Même si, bon, il n'y a plus Koussanov, malheureusement, qui est dans l'instance de départ aussi. J'espère qu'ils vont pas perdre en même temps Kevin Danso. Bon, je les mets dans sa passe. Pour moi, c'est pas assez bien pour que ça soit dans la deuxième catégorie. Donc, je les mets dans sa passe. Le Stade Brestois maintenant, le Stade Brestois, qu'est-ce qu'ils nous ont fait les Brestois sur cette première partie de saison? Alors pareil que le FC Nantes, pareil que le RC Lens, pardon. Le Stade Brestois, depuis la saison complètement folle de l'année dernière,
et bah on voit les objectifs à la hausse bien sûr, et on voit cette équipe un peu plus haute que ce qu'elle est capable de faire. Elle est aussi plus faible que l'année dernière avec le départ de Satriano, le départ de Mounier, le départ de Brassier, le départ de Loco, je crois qu'il est encore là mais il est blessé. Bref, cette gestion, on sait que la Ligue des Champions, moi, ça passe plutôt bien, mais ils n'ont pas l'habitude. En championnat, en Ligue 1, 11ème, ça reste irrégulier. Pour moi, ça va réussir à se maintenir facilement. Je pense côté brestois, quand tu vois la qualité de l'effectif, le banc, faut voir jusqu'à où ils vont aller aussi en Ligue des Champions. Mais ils ont fait le plus dur en faisant cette gestion LDC Ligue 1. C'est extrêmement intéressant. Ils vont normalement se qualifier pour les barrages. Au pire pour les barrages, au mieux pour les huitièmes directs. Côté Brest, en vrai, là, s'ils n'ont pas fait la saison dernière de folie, bah, c'est une saison normale pour les Brestois. Maintenant, vu que l'année dernière, ils ont fait un truc de ouf, bah, tu te dis, bon, pourquoi pas réitérer. C'est vrai qu'ils sont très très loin des places européennes, quand même, les Brestois. Mais très sincèrement, ça reste Brest, avec leurs moyens. La saison dernière, elle est folle. Mais cette année, c'est pas, voilà, c'est pas catastrophique cette année, quand même, hein. Même si c'est régulier, pour moi ça passe largement pour les Brestois. Reims, le stade de Reims désormais, on y est proche les amis de la fin de la vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est très très long. Le stade de Reims, Reims sous Lucas Elsner qui avait fait un très bon démarrage. C'est un peu plus compliqué, notamment depuis le départ d'Emmanuel Agbadou. Il faut trouver aussi cette stabilité, retrouver une solution avec le départ de l'un de tes meilleurs joueurs, c'est compliqué. Maintenant tu as un Yan Ito qui est énorme depuis le début de la saison, un des meilleurs buteurs du club. Nakamura qui est pas mal aussi, c'est Nakamura le meilleur buteur, Ito avec 4 buts, Omar Diakité 4 buts également, 3 passes D pour Ito. J'aime bien Lucas Elsner, j'aime bien le coach. Je crois qu'on parle d'un départ déjà ou d'un remplacement, mais à un moment donné, voilà, c'est. Enfin, je suis désolé, mais il fait quand même un bon début de saison. Bon, Reims, pour moi, en début de saison, c'est pas une équipe qui doit jouer le maintien. C'est une équipe qui doit peut-être à un moment donné passer un cap, essayer de titiller les places européennes. Ils peuvent le faire, même si bon là malheureusement ils sont peut-être plus proches de la zone de relégation que les places européennes, mais ils sont au milieu, ils sont vraiment dans le ventre mou du classement côté Reims. J'espère que vraiment que ce départ d'Emmanuel Agbadou va pas tout faire capoter, parce que la première partie de saison est quand même pas mal côté Rémois. Très sincèrement, quand on regarde les matchs, bon là c'est une série un petit peu compliquée, ils ont notamment fait trois défaites consécutives. C'est très irrégulier, hein, c'est très très irrégulier, mais ça fait nul contre Monaco, ça fait nul au Vélodrome contre l'OM, ça fait nul contre le Paris Saint-Germain, ça gagne contre Rennes. Donc non, c'est pas mal. C'est pas mal côté Rémois quand même. C'est pas mal. Bon là, ils sont sur 2 défaites consécutives. Faut essayer de trouver la solution pour remplacer l'ami Agbadou. Ça, c'est vrai que ça va être compliqué. Mais sinon, ça passe très largement pour Reims. Bien évidemment que ça passe pour les Rémois. 4 clubs encore à noter. Le Stade Rennais. Le Stade Rennais. Oh là là, le bon vieux Stade Rennais. Ça fait 2 saisons que c'est compliqué pour Rennes, hein. Ça fait 2 saisons que c'est délicat pour les Rennais, hein. Déjà l'année dernière, hein. On va pas se mentir que déjà l'année dernière c'était délicat pour eux. Ils finissent la saison 11ème je crois l'année dernière, hein. Ouais, 10ème dans le ventre mou, 10ème l'année dernière, 46 points. Là c'est presque encore plus compliqué pour eux. Ils sont très proches de cette zone de relégation, un seul point sur le barragiste. Je pense que le maintien va être effectué, je vais pas dire facilement, mais plus aisément que prévu. Je pense que la deuxième partie de saison va être beaucoup mieux que la première. En plus, il y a des nouveaux arrivés qui vont faire leur venue. Voilà, Brice Samba, Tassiko Fofana qui va s'intercaler officiellement, je pense, dans les prochains matchs au milieu de terrain. Et puis, quand tu as un effectif aussi fort, aussi qualitatif sur le papier que celui de Rennes, et avec un bon coach en plus sur Sampaoli, tu peux pas descendre, c'est presque quasi impossible. On s'est déjà vu un bel effectif descendre, mais là ça me paraît quand même délicat. Maintenant, après la partie de saison, bon, elle est pas bonne du tout, hein, côté Rennais, hein. Elle est pas bonne du tout, hein. Et puis offensivement, tu as des joueurs normalement sur le papier qui doivent faire les différences, qui doivent être bons offensivement, notamment Gouiri, Kalimundo. On a aussi Blas, bon bah ça passe souvent à côté, hein, c'est souvent irrégulier. Bon, Kalimundo sur 2-3 buts consécutifs. Gouiri c'est un début de saison, enfin une première partie de saison extrêmement compliquée. Blas assez irrégulier aussi, même si je trouve c'est un des meilleurs joueurs offensifs. Albert Gonbeck très irrégulier aussi. Lui on avait beaucoup d'espoir, hein, les supporters rennais. Enfin, je suis pas supporter rennais, mais je crois que les supporters rennais avaient beaucoup d'espoir en lui. Côté stats, le meilleur buteur, ouais, c'est Kalimundo. Vous voyez, Gouiri il est même pas dedans, hein. Gouiri, je sais même pas s'il a marqué un but. Gouiri, ouais, 2 buts. 2 buts pour Gouiri. Kalimundo 8, mais 4 sur penalty. Ouais, c'est quasiment. Rennes c'est pas possible de les voir 15ème, les Rennais. Où est l'époque où ils font cette épopée en Ligue Europa? Où est l'époque où ils gagnent la Coupe de France? Ça devient un club aussi, Rennes, normalement, qui doit jouer les Coupes européennes chaque saison. Je suis désolé, maintenant. Les espoirs rennais, pour moi, ça doit être une équipe qui joue chaque année une coupe européenne, et c'est encore pas le cas. Donc, je les mettrai quasiment catastrophique, hein. Quasiment catastrophique défensivement. Il n'y a que Faye qui tient un peu la baraque, même si c'est mieux que l'année dernière. Mais Ate Bauer, Ostigard, c'est pas non plus fou. Même Christopher Wu. Bon, ouais, quasiment catastrophique. Entre fragile et catastrophique, mais ouais, catastrophique, hein, quasiment. Je mettrai 2 pour les Rennais, hein.
Toulouse désormais, le TFC, encore 3 équipes, ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Très très long cette vidéo, l'une des plus longues de ma chaîne je pense. Le TFC. Allez, le TFC, on en parle, et bah Toulouse, que dire de plus que c'est bien, c'est très très bien côté toulousain, c'est très bien, irrégulier aussi, mais très très bien. Et en plus, c'est une équipe qui est capable de largement mieux, parce que quand on regarde un classement avec les X-points, donc par rapport au XG offensif, XG défensif, ça veut dire toutes les occasions qu'ils ont ratées, tous les tirs faciles que Guillaume Rest aurait pu arrêter, notamment le dernier contre Strasbourg, il fait une énorme erreur sur le premier but. Et bah Toulouse est 3ème dans le classement X-points, voilà, donc ils sont en sous-performance les Toulousains par rapport à ce qu'ils proposent en vrai. 8ème, ça reste quand même très intéressant. Ils sont pas loin du tout des places européennes. Ça peut aussi, pourquoi pas, hein, espérer chercher une place européenne en fin de saison. Maintenant, au vu de la concurrence, ça me paraît compliqué. Mais très très fort ce que fait Toulouse. Pareil comme Reims. Je pense pas que c'est une équipe en début de saison qui se dit on va jouer le maintien et tout. Bon, bah, après, ça peut arriver. Hein, mais non, très très bon. Très très bon. Pour moi, c'est très bien Toulouse. Hein. Très bien. Pareil, il y a des joueurs individuellement qui sont très forts. Notamment Yangbo que j'adore. J'aime bien aussi Zakaria Aboukhlal, même s'il manque beaucoup. Je crois que c'est un des joueurs qui manque le plus, qui se crée le plus d'occasions et qui manque le plus d'occasions. Si je dis pas de bêtises, c'est Zakaria Aboukhlal. Hein. Je crois que c'est Zakaria Aboukhlal qui est l'un des joueurs qui, alors on n'aura pas là-dessus, mais qui rate le plus d'occasions, malheureusement. Grande chance manquée, ouais, c'est lui. 13, et c'est lui qui, sur toute la Ligue 1, est le joueur qui rate le plus d'occasions. Voilà, donc c'est pour ça que le Toulouse pourrait être quasiment plus haut. Toulouse pourrait être quasiment plus haut. Mais ça reste vraiment bon. Ça reste vraiment bon. Ça joue plutôt bien aussi côté toulousain. Donc pour moi, ça, pardon, hop, ça mérite une place de très bien côté toulousain quand même. Ouais, très bien, très bien. Montpellier, bon les amis, Montpellier, j'ai jamais vu ça, jamais vu une équipe aussi forte. Réellement, c'est les patrons directement, il n'y a rien à dire. Hop, bien évidemment, rien à dire. Quelle première partie de saison catastrophique de Montpellier, bien sûr, 0. Allez hop, 0. Ils sont quasiment condamnés. Là, je vois pas ce qui peut les sauver, les Montpelliérains. Très sincèrement, je ne vois pas ce qui peut les sauver. N'hésitez pas, supporters Montpelliérains, à me dire si vous avez un petit peu d'espoir, si vous êtes un peu optimiste. Moi, je ne suis absolument pas pour vous, je suis désolé. Changement de coach ne fait rien. Après, je pense même tu mets Zidane, là ça change rien. Mais très sincèrement, c'est triste parce que, enfin, ils font de la peine parce que quand on regarde l'effectif montpelliérain, enfin, sur le papier, pour moi, c'est pas le pire effectif de Ligue 1, très loin de là. Très loin de là. T'as un bon gardien, Benjamin Lecomte. Au milieu de terrain, Jordan Ferry, Joris Chotard, TJ Savanier. C'est pas mal quand même. Enfin, ça reste des joueurs de ballon qui ont déjà, en plus, Joris Chotard a déjà été courtisé par plusieurs gros clubs européens. TJ Savanier, c'est pareil. Ferry, ça reste un très bon joueur de ballon. Offensivement, Nordin, Kazri, ça a de l'expérience. Même temps qu'Ekou Debadi, c'est un bon joueur. Altamari, Accor Adams aussi, très bon joueur. Enfin, sur le papier, ça reste un bel effectif, donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est peut-être mentalement, peut-être que les gars ont déjà plus envie. C'est un peu bizarre. Après, bon, ça fait un petit moment que Montpellier, c'est trop compliqué. Hein, qui, arrivent à se maintenir, mais qui réalisent une saison sans vraiment grand intérêt. Quoi. La dernière, c'est 12ème. Il y a 2 ans, c'est 12ème aussi. La dernière saison où ils sont top 8, je crois que c'est 2020-2021. 2020-2021, dernière saison où ils sont top 8. Donc très très dur ce que réalise Montpellier cette année. Comment ils peuvent se maintenir les Montpelliérains? Ils sont quasiment derniers dans chaque truc. Hein. Ils sont quasiment derniers dans chaque stat. Une des pires attaques, une des pires défenses. Côté Montpelliérain, c'est dur. C'est très très dur. Ils sont premiers donc passe longue précise par match. Et c'est une équipe aussi au niveau discipline qui est catastrophique. 50 cartons jaunes, 6 cartons rouges. Il va falloir un petit peu plus se contrôler. Ils ont offert 5 pénaltys les Montpelliérains. On peut pas les mettre plus haut que catastrophique, je suis désolé. On peut pas les mettre plus haut que catastrophique. Ensuite, on a le Paris Saint-Germain. On continue, on termine avec le Paris Saint-Germain. Donc, où mettre le Paris Saint-Germain qui est invaincu sur cette première partie de saison. Hein. L'objectif cette année, alors je dis pas que le titre est déjà fini, mais bon, ils ont déjà 7 points d'avance. Attention à l'Olympique de Marseille aussi. Mais finir quand même cette saison invaincu, ça peut être l'objectif pour le Paris Saint-Germain. Très sincèrement, on ne parle pas, bien sûr, de la Ligue des Champions, on parle que de la Ligue 1. Et en Ligue 1, bon, bah, c'est quasiment parfait. C'est quasiment parfait. Alors, parfois, quelques matchs où c'est pas très très joli, où ils se font un peu peur, quelquefois, où ils perdent des points un peu bêtement, notamment le match à domicile contre le FC Nantes, où ils doivent pas faire ce match nul. Mais ça reste la meilleure équipe, ça reste les meilleurs joueurs, ça reste bien évidemment le meilleur. Le meilleur effectif, le meilleur entraîneur, le meilleur tout ce que vous voulez. Donc c'est normal de les voir là, c'est normal de les voir invaincus. C'est logique, mais du coup pour moi on est obligé derrière de les mettre dans patron. On est obligé de les mettre dans patron pour moi.
Parce que c'est quasiment, ouais, c'est parfait, même si c'est normal, c'est normal. Alors ouais, parfait, oui, il y en a beaucoup peut-être supporters parisiens qui veulent, qui auraient pas voulu tous ces matchs nuls et que des victoires. Ça paraît quand même compliqué. Euh, mais ça reste quand même, ouais, quasiment parfait pour Paris. Alors voilà, donc j'ai quelques incertitudes quand même niveau Lille. J'aurais pu largement les mettre là. Quelle autre incertitude on peut avoir? Pour moi, sinon le reste, je suis assez convaincu de ce que j'ai mis. Après, voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis, bien sûr constructif, hein, voilà, pas insulter parce que j'ai mis votre équipe dans catastrophique. Mon Rennes, peut-être un peu méchant, je sais pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais voilà, n'hésitez pas du coup dans l'espace commentaire à me donner votre avis. Vidéo très longue, une des vidéos les plus longues de la chaîne, mais c'est normal. Merci beaucoup de l'avoir suivi les amis, très heureux en tout cas d'avoir pu parler de tout ça. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, voilà, parce que c'est une vidéo assez longue, pas à préparer, hein, mais en tout cas à faire, voilà, tourner, mais bon, c'est pas grave. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux lives, à bientôt les amis, et ciao.